Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le président Paul-Henri Damiba. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Alain Foucault. Comment allez-vous? Je vais bien. Le pays ne vous manque pas? Comment vous vous sentez ici? Le pays me manque évidemment, mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça vous manque le pays, il va falloir que vous pensiez, je pense que vous pensez régulièrement en vous rasant qu'il va falloir rentrer au pays. Oui, je pense que c'est pas seulement dans les pensées, je pense que c'est une histoire de cœur. Le sang qui coule dans mes veines est burkinabé et je pense que le retour au pays, en tout cas, n'est pas un sujet qui ne revient pas, en tout cas, dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat. Mais lorsque l'on pense ainsi au pays, je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays bientôt, avec des autorités locales, par exemple. Ceux qui ont pris votre fauteuil. Non, je pense que c'est pas dans ces termes-là qu'il faudra poser ça. Et je pense que la porte du pays n'est pas fermée. J'ai préféré ce recul-là également pour permettre aux nouvelles autorités de conduire selon leur vision pour la stabilité du pays. Alors on va commencer par la genèse, par le commencement. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Kaboré? Qu'est-ce qui vous décide à le faire? Non, je pense que loin de vouloir faire l'apologie, en tout cas des changements non constitutionnels de pouvoir, nous avons observé pendant longtemps la dégradation sécuritaire. Moi particulièrement, depuis pratiquement les années 2015, où j'étais chef de corps à Dori, et ultérieurement en 2017 jusqu'en 2019, chef de corps dans la zone de Waiwia-Djibo. Et en 2020, j'ai été aussi au niveau de la région militaire qui couvrait la zone de l'Est. Donc mon parcours m'a permis d'être confronté aux difficultés de nos populations. Donc je pense que ce coup d'État de janvier 2022 là, c'est l'expression de l'amour qu'on avait pour notre pays. C'est l'expression aussi de la compassion qu'on avait en regardant non seulement les forces militaires endurer des souffrances difficiles, mais aussi les populations qui sont touchées par les groupes armés. Quand on est militaire et qu'on pense ça, et qu'on va renverser un régime civil, vous pensez que le régime civil, à ce moment-là, j'entends, n'avait pas les moyens de changer la donne? Ce régime-là n'écoutait pas vous, militaires, qui étiez sur le terrain? Non, je pense que c'est à un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Voilà, quand on ne voit pas d'issue, et je pense que un des facteurs qui nous a poussés à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables qu'on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pourraient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Alors, vous avez dit que vous allez parler de façon très très claire, puisque pour vous, il est important de parler pour pouvoir avancer. Qui sont ces officiers supérieurs qui ne méritaient pas d'être là et pour qui vous avez dit non, on n'accepte pas cette décision-là, ces nominations-là? Nous n'avons pas contesté la nomination, mais nous voyons qu'ils ne pouvaient pas créer de nouvelles dynamiques à même de prendre en main la chaîne opérationnelle des forces. Je pense que si vous vous référez en tout cas aux dernières nominations dans le commandement militaire, c'est pas pour fustiger, mais je pense qu'à chaque situation correspond un type de profil. À chaque situation correspond un type de profil parce que on a tous des talents différents. On a tous des talents différents
on a tous aussi des aptitudes différentes. Donc, il y a des moments où on va solliciter davantage la réflexion, mais il y aura des moments aussi où on va solliciter davantage l'action. Et je pense que c'est tout ça là qui nous avait motivés en son temps à prendre nos responsabilités et puis à les assumer. Alors, moi j'ai envie que l'on aille vraiment au fond des choses. C'est vous qui décidez, c'est un groupe d'officiers qui décide, et comment vous décidez? Est-ce que vous allez rencontrer le chef pour lui dire ça suffit? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, j'ai associé avec moi un certain nombre d'officiers. Nous avons pris en son temps l'ensemble des mesures pour que ça ne reflète pas un groupe ou un corps des forces. Je pense que l'ensemble des forces, à commencer par l'armée de l'air, les forces terrestres, les forces d'appui, on en a même soufflé, on en a même parlé à certains de la gendarmerie. Donc, aux forces spéciales, on a touché un peu tout le monde pour que ça soit une œuvre commune. Voilà, pour qu'on ne dise pas que voici telle entité qui s'arroge le droit de faire ceci ou cela. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais c'était vos initiatives militaires, ou bien est-ce qu'il y a eu aussi les civils, les politiques dans l'aventure qui vous ont convaincu d'y aller et qui vous ont accompagné? Moi, je pense que si la transition que je conduisais là a souvent été un peu mal perçue, c'est parce que à l'origine et au départ, on n'a bénéficié d'aucun soutien, que ce soit d'un parti politique, d'une force extérieure, aucun. C'est l'œuvre d'un groupe de personnel composé principalement de militaires. On était tous militaires. Et c'est ce noyau-là qui a déclenché les événements. Mais on n'a pas bénéficié d'un appui politique, on n'a pas bénéficié d'un appui extérieur. Justement, parlons d'appui extérieur. On a souvent dit que ce coup d'État était un coup d'État fait à la barbe des autorités militaires françaises qui étaient sur place. C'est vrai, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dit aux autorités françaises, aux militaires français qui étaient sur place, ne vous en mêlez pas, on va faire ce coup de force, parce que tout le monde attendait ce putsch? Bon, moi je préfère parler de ce que moi je connais. Et ce que je connais, c'est que notre action n'avait bénéficié du soutien ou de la contribution d'aucune autre force politique, étrangère, militaire, en dehors des structures militaires nationales. Donc, Mais comment expliquer le silence de l'armée française qui était là, à l'aéroport, qui a regardé tout cela se passer au moment où vous renversez le président Kaboré? Comment l'expliquer si vous n'aviez pas leur quitus, si vous n'aviez pas négocié avec eux qu'ils se calment, ou si ce n'est pas eux qui vous ont inspiré? Non, moi je ne peux pas expliquer quel était le stade de la coopération entre le président Kaboré et puis ses forces. Et puis je ne pense pas que ces forces-là soient sur notre territoire là pour s'y dans des événements pareils. Ah bon? Oui, je ne pense pas. Parce que nous n'avons pas eu la bénédiction d'une seule force française pour faire notre coup d'État. N'en parlons pas d'une autre force étrangère. Voilà, c'est vraiment, véritablement l'engagement, la détermination et l'envie d'apporter des solutions pour stabiliser notre pays qui nous ont motivés. Alors, vous arrivez, vous prenez le pouvoir, vous avez même le soutien de la rue qui se réjouit qu'on mette fin à cette situation qui ne l'arrangeait pas tellement. Et quels vont être les rapports avec les forces étrangères sur place? Puisqu'on est en guerre, vous faites la guerre avec eux à vos côtés, comment ils vont vous accueillir? Est-ce qu'il va y avoir un bel accueil ou pas? Nous avons trouvé, en tout cas à partir de janvier, des forces étrangères, notamment les forces françaises qui étaient stationnées au niveau de notre pays. Nous avons eu des échanges avec ces forces et nous leur avons demandé de nous accompagner pour qu'on puisse avoir des résultats, pour qu'on puisse œuvrer à la stabilité. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de contradictions avec ces forces. Vous n'étiez pas d'accord sur la procédure, sur la manière de vous déployer? Non, je pense que dans les interactions,
on a eu quelques contradictions. Sur le plan de la communication qu'il proposait, nous avons eu des contradictions aussi sur l'engagement opérationnel. Alors pour le téléspectateur lambda que je peux être également, quand vous dites sur le plan opérationnel, ça veut dire quoi concrètement? Sur le plan opérationnel, nous leur avons demandé de nous soutenir, par exemple, dans la fourniture des renseignements. Nous n'avons pas obtenu, par moment en tout cas, nous n'avons pas obtenu les renseignements souhaités. Et je sais que cet état de fait, nous l'exprimions, nos mécontentements vis-à-vis des différents partenaires. Vous leur disiez? On leur disait, et il y a des correspondances qui existent. Voilà. Mais nous étions dans la posture, parce que en Afrique, chez nous, on dit que le singe, il lâche pas, il ne s'agrippe pas à une branche, en perdant son appui. Donc, il faudra toujours avoir un appui, un point sur lequel on peut s'accrocher, et voilà, avant de lâcher. J'étais en train de dire, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur l'idée selon laquelle les forces françaises ne jouaient pas le jeu. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires, très concrètement, parce que les Africains ont envie de le savoir. Est-ce que les forces françaises jouent vraiment le jeu ou est-ce qu'elles sont là de façon dilettante, comme le dit une certaine rumeur? Monsieur le Président, c'est important pour les Africains de le savoir. Est-ce que vous avez eu leur coopération, oui ou non? Non, au début, on a eu une coopération difficile, mais à force d'explications et à force de discussions, on parvenait à travailler avec ces forces-là. Mais si vous ne donnez pas de renseignements, puisque vous disiez tout à l'heure que ce qu'ils devaient vous fournir pour que vous opériez au sol, c'était le renseignement, et que vous n'aviez pas ce renseignement-là, comment vous travaillez alors ensemble? Qu'est-ce qui peut expliquer cette rupture dans la chaîne qui vous permet de combattre de façon efficace? Non, il n'y a pas de... Vous savez, quand c'est un nouveau pouvoir, et comme ce que je l'ai dit au début, ce n'est pas un pouvoir qui a été béni par les forces extérieures, par les groupes politiques, non. C'est une initiative d'acteurs qui étaient convaincus qu'il fallait mouiller le maillot pour aider le pays à se stabiliser. Ce n'est pas votre style, vous ne parlez pas souvent, mais vous n'êtes pas du genre à faire de la langue de bois. Mais vous arrivez aux affaires, vous tenez le pays, vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts, qui violent, qui tuent un peu partout sur le territoire. Vous parlez à vos partenaires militaires. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils ne vous donnent pas les éléments pour aller à la bataille? Bon, quoi qu'on dise, je pense qu'à tout début, il faut convaincre. Il faut convaincre pour que les gens comprennent, voici la dynamique actuelle, mais tant qu'on n'a pas convaincu un partenaire particulier, c'est difficile que le partenaire s'engage. Il ne vous faisait pas confiance alors, vous qui arriviez? Moi, je pense qu'il y a eu, c'est pas seulement eux, même les acteurs, les groupes politiques nationaux, même la communauté régionale. Donc, ils attendaient de voir est-ce que vraiment c'est des gens qui sont venus pour aider leur pays ou bien c'est des gens qui sont avides seulement de pouvoir, ou ainsi de suite. Et je pense qu'il y a toujours un temps qu'on doit prendre pour convaincre et pour que les gens voient vers où on veut aller. Et ce temps, effectivement, avec les forces françaises, on a senti qu'il y avait des incompréhensions. Il y avait des incompréhensions. Voilà. Mais on a envie de poser la question. On a envie de poser la question, Monsieur le Président, que vous disiez il n'y avait pas de compréhension, la bataille avant n'était pas efficace parce qu'il n'y avait pas cette cohérence dans la chaîne de commandement, dans la chaîne opérationnelle. Vous renversez le régime pour arrêter cet état de fait. Ça veut dire que ça durait déjà avant que vous n'arriviez. Ce manque de confiance et cette coopération moyenne, non? Bon, moi je sais que, quoi qu'on dise, nous avons bénéficié, et c'est en toute honnêteté, c'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment de notre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si on a bénéficié, c'est pas. Je disais que nous avions eu des incompréhensions sur beaucoup sur notamment la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu des incompréhensions sur ça.
Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire ici, sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester. Nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés, pour évacuer nos corps. Nous avons eu certains apports en renseignement. Nous avions eu de l'appui-feu par moment. Mais c'est avec le temps, c'est pas acquis. On ne vient pas et puis ça a pris du temps pour s'installer, mais ça s'est installé. Ça s'est installé. On était en train, en tout cas dans une dynamique de gagner ce qui était avantageux pour nous, pour l'intérêt du pays. On a envie de comprendre. On a l'opportunité que vous parliez, parce que vous ne parlez pas souvent. Qu'est-ce qui explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens? Qu'est-ce qui explique que l'on en soit aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous, les militaires, dites-nous, c'est quoi? Bon, ce que je vais donner mon point de vue sur cette question-là, à la lumière de la petite expérience que j'ai. Je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème est majoritairement interne. C'est vrai qu'il y a l'influence des groupes, des grands réseaux extrémistes. Et nous avons pu amoindrir l'influence de ces réseaux-là sur nos groupes. Mais le problème est majoritairement interne. Le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés de sang et résidant au Burkina Faso, par moment en tout cas, dans certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. Donc le problème, il est fondamentalement interne. Il est majoritairement interne. Mais comment combattre cela? C'est exactement quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée, ou bien c'est la solution à portée de main, c'est le combat armé. Mais pour vous, comment il faut procéder? Vous avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi? Et c'est quoi la solution? Moi, je pense que, contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de nos résultats. Mais c'était quoi les résultats, de façon concrète? Les résultats, vous savez, dès le mois de février, nous avons commencé à faire des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public. Mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de 170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés. Oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible, mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Mais on avait pu, en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes. Et ça, ce résultat-là, on ne parle pas suffisamment de ça. Mais parce que vous n'en avez pas fait état. Bon, je pense qu'il y avait une petite communication tout autour, parce qu'il faut savoir que les groupes armés aussi ne sont pas contents quand il y a des défections dans leur rang. Donc, il faut savoir jouer sans trop exposer davantage les autres qui vont être désengagés, ainsi de suite. Donc vous estimez que vous avez fait avancer les choses pendant la période où vous avez été aux affaires, parce qu'on a vu qu'il y avait toujours presque autant de morts, de civils tués, de villages récupérés par eux. Donc on a le sentiment, quand vous dites ça, on se dit, mais c'est où ces résultats-là concrètement? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé quelque chose? Moi, je pense que nous avons eu des résultats. On n'a pas fini les attaques, mais on avait pu désorganiser les groupes. Donc, les groupes étaient plus dans des logiques d'action de représailles que d'action d'attaque contre les forces.
faisaient des sabotages d'infrastructures, ainsi de suite, mais on avait des résultats. Parce qu'on est toujours sûr, moi je suis particulièrement convaincu que les solutions que nous avons proposées, ce sont ces solutions-là qui peuvent aider le Burkina Faso à C'est-à-dire s'en sortir. laquelle? Nous avons parlé, tous les grands théoriciens, ou tous ceux qui ont pratiqué ces formes de guerre, là, appelées Asymétrique. guerre asymétrique, ils reconnaissent qu'il y a un dosage intelligent qu'il faut faire entre les réponses militaires et les autres formes de réponse. C'est ce dosage-là qu'il faut arriver à équilibrer. Et je pense que c'est important de ne pas focaliser que sur la réponse militaire. Parce que la réponse militaire, nous l'avons expérimentée. On a combattu. Et chaque fois que, ce qui est dommage, chaque fois qu'on arrivait quelque part et puis on pensait avoir tué 10, ou bien on pensait avoir neutralisé 20, mais le lendemain, dans le même village, on en a créé 50. Donc, ça veut dire que l'option purement militaire pour ces crises-là doit être mieux raisonnée, doit être mieux réfléchie. Il faut discuter avec eux, alors. Non, nous avons engagé ce qu'on appelle un dialogue. Parce que au Burkina Faso, nous avons des familles qui ont leurs enfants, qui sont des combattants. Nous avons des frères et sœurs qui ont leurs frères, ou bien leurs cousins, ou bien leurs oncles, qui sont dans les réseaux combattants. Donc pour nous, il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations par moments sont mal conduites au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Alors que toute forme d'action militaire contre des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, là, produit l'effet contraire. Donc, nous avons pensé qu'il fallait recalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation. Et je pense que le processus de démobilisation de ces groupes-là est très important pour nos pays qui souffrent du terrorisme, parce que ce n'est pas d'autres nationalités qui sont combattues. C'est nous. Alors quand on entend ça, on se dit, ok, ça va dans le sens, on doit discuter avec des gens qui sont des nationaux, puisque c'est des nationaux qu'il s'agit, mais on a aussi envie de dire, on ne fabrique pas des armes au Burkina Faso, ça ne tombe pas du ciel. Qui les arme? Qui leur donne ces armes-là? Ce n'est pas des Burkinabés quand même, non? On a envie de dire, on veut bien comprendre que ce soit eux qui soient sur le terrain, mais il y en a qui les incitent, il y en a qui les accompagnent, il y en a qui les arment. Qui sont-ils? Non, absolument. Ben, si on pose la question comme ça, on va focaliser sur un domaine et puis laisser pas mal. Il y a des armes qui sont achetées dans la contrebande. Il y a des armes mais ils n'ont pas d'argent, ils sont dans la misère. S'ils sont vraiment dans la misère, comment ils arrivent à acheter des armes en contrebande? Non, d'où vient l'argent? Oui, il y a des réseaux financiers, soit extérieurs, soit internes. Parce que les groupes, à force de durer sur le terrain, développent des économies. Les vols de bétail, avant on parlait plus des rançons, mais c'est devenu maintenant les vols de bétail, l'exploitation de l'or, ainsi de suite. C'est des canaux qui leur permettent d'avoir de l'argent. Donc, ils ont accès aux grands réseaux de contrebande, ils ont accès aux armes peut-être récupérées au niveau de certaines positions ou des forces de défense et de sécurité, ils ont accès à leurs réseaux extérieurs. Justement, c'est des réseaux extérieurs dont je veux qu'on parle aussi. Les Burkinabés sont sur le terrain, combattent, ça c'est un fait. Mais maintenant, à côté de ça, est-ce que pour combattre de façon efficace, il ne faut pas identifier clairement qui sont ceux qui arment les terroristes? Et puis ça va aussi peut-être mettre fin à des fantasmes que nous avons tous écoutés, c'est-à-dire que ce soit les grandes puissances qui les arment. Qui les arme? Est-ce que ce n'est pas le rôle d'une armée comme la vôtre de déterminer qui sont les auteurs? Qui sont ceux qui arment ces jeunes Burkinabés pour qu'ils combattent leur propre pays? Bon, c'est comme ce que j'ai dit. Je pense que si on focalise trop, on va aller trop vite. On va aller trop vite, mais sachez qu'il y a des convois d'armement qui peuvent bien passer légalement par nos pays,
et puis arriver. Et ne pas arriver à la bonne destination. Voilà. Donc, Mais ça viendrait d'où? mais vous savez que c'est des gens qui commandent. Les armes, il y a les fabricants et il y a ceux qui ont l'argent pour payer. On ne fabrique pas pour l'instant Donc, des nous, armes on en n'en Afrique. fabrique pas, mais nous pouvons avoir des gens, des personnels. Mais vous comprenez que cela perturbe un certain nombre d'Africains de se dire, nous on ne fabrique pas d'armes, ça vient bien de quelque part. Et qu'avec l'impressionnant moyen technique dont bénéficient les grandes nations, on ne puisse pas nous dire d'où viennent ces armes, qui les donne, qui a intérêt à ce qu'on continue de se battre comme ça. Vous pourrez comprendre ça. Ça doit être ça, la préoccupation, non, aujourd'hui? Non, je pense que les armes peuvent être tracées. Les armes peuvent être tracées. Je me rappelle que le premier engin explosif, vous savez, il y a les engins explosifs improvisés, ce qui est fait à la hâte, artisanalement, et puis il y a les engins conventionnels, fabriqués dans des usines précises. Voilà. Nous, on a découvert au niveau de Nassombo, je pense que c'est dans les années 2018, des mines de fabrication qui ont quitté certaines soutes de la zone de la Libye là, et qui avaient pu arriver au Burkina. C'est encore avec les armes de la Libye qu'on se bat aujourd'hui? Non, actuellement la Kalachnikov par exemple est l'arme majeure. La Kalachnikov, tout ce qui c'est les armes du pacte de Varsovie. Je pense que c'est généralement, si vous prenez les RPG-7, si vous prenez les... Ça vient de Russie? Ça vient de Russie? Bon, non, mais beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés produisent ces armes-là. Voilà. Mais bon, nous, dans nos études, en tout cas, on fait la séparation entre l'armement de type OTAN et puis l'armement de type pacte de Varsovie. Donc, bon, est-ce que c'est... Et les armes que l'on retrouve là-bas sont des armements plutôt pacte de Varsovie? Oui, c'est des versions, c'est plusieurs versions de Kalash, de fusils mitrailleurs et puis de RPG-7 notamment. On sait que les grandes puissances font une cour assidue à toutes ces nations de la sous-région Sahel. Ce n'est pas que le Sahel d'ailleurs, mais l'Afrique fait l'objet d'une cour assidue des grandes puissances, avec à nouveau la rivalité que nous avons connue pendant la période de la guerre froide. Aujourd'hui, président Damiba, est-ce que les Russes sont venus vous voir? Et que vous ont-ils proposé, très concrètement? Et quelles sont les nations qui sont venues vous voir en vous disant on va vous accompagner pour pas que vous passiez dans l'un ou dans l'autre camp? Je peux dire que nous avons été approchés par plusieurs sociétés. C'est dernièrement, lors de mon déplacement au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, que j'avais pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergei Lavrov. Voilà. Mais en dehors de cela, il ne faut pas voir comme si les États envoient un ministre ou bien pour établir la coopération. Non, nos approches, nous avons été contactés par des sociétés russophones. Wagner? Non, pas particulièrement Wagner, parce que les réponses qu'ils nous proposaient, bon, pour nous, n'étaient pas bien fondées. Qu'est-ce qu'ils vous proposaient, Monsieur le Président? Non, je vais terminer d'abord par les sociétés là. Nous avons été contactés par des sociétés sud-africaines. Nous avons été proposés par des sociétés qui se proposent, même certaines sociétés qui sont basées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui se proposent d'envoyer leur personnel occuper une zone, nous aider. Oui. En contrepartie de quoi? Bon, les contreparties, c'est sûr que ça va nécessiter des paiements, mais nous n'étions pas dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui m'a fait dire lors d'un entretien avec la troupe à Bobo que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, ça devient sa chose. Et c'était une manière de dire mais notre fierté, notre intégrité, notre côté burkinabé, notre fierté nationale, ça va rentrer où à ce moment? Voilà, tant qu'on peut trouver des solutions entre nous, pourquoi ne pas privilégier ces solutions-là? Mais vous savez que vous n'avez pas les moyens de lutter contre cet hydre terroriste qui a plusieurs têtes. Aujourd'hui, vous avez vu le French bashing qu'il y a sur le continent, le rejet de la France par de nombreux jeunes qui militent régulièrement. On a vu ça aussi au Burkina, du temps où vous étiez président. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez la colère des jeunes contre la France dans les pays du Sahel? C'est compréhensible.
c'est compréhensible. Et je pense que surtout la jeunesse. Voilà, et nous sommes... Pourquoi c'est compréhensible? Non, c'est compréhensible du fait de l'histoire. Vous savez, quand on te raconte l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, l'histoire des indépendances, c'est des choses qui marquent parce que l'homme a un ego. Voilà, donc il y a toute cette histoire qu'on traîne avec la France là. Mais est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Est-ce que cette présence française n'est pas aussi un élément qui explique ce rejet-là? Cette présence française qui pour l'instant est inefficace, du point de vue de la guerre qu'elle est venue mener. Est-ce que ça ne peut pas être ça l'une des explications selon vous? Bon, c'est à moins de généraliser, pour revenir sur le cas du Burkina, on peut dire que les forces françaises qui stationnent au Burkina Faso, leurs opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre du territoire burkinabé. Je pense que c'est un détachement qui contribuait plus pour la zone du Mali et puis en allant jusqu'au Tchad. Mais ils vous accompagnaient dans le renseignement, vous avez dit. Oui, absolument. Absolument. Quand on leur demandait, voilà, bon, les premiers moments ont été difficiles, mais on a fini par avoir... vous entendre. Voilà. Comment vous expliquez ces drapeaux russes qui ont fleuri dans les manifestations au Burkina Faso, un peu partout, sur le territoire, depuis quelque temps, pendant que vous étiez sur place également? Comment vous l'expliquez? Non, je pense que c'est principalement l'œuvre de certains courants panafricanistes. Voilà. Je pense que nous pouvons compter, nous comptons également parmi les panafricanistes parce que nous sommes aussi amoureux. Nous avons ce désir-là de voir l'Afrique se porter mieux, de voir nos pays se porter mieux, de voir l'Afrique se porter mieux. Mais ce que je ne partage pas totalement, la manière de faire parce que je pense que c'est du déjà vu. De Patrice Lumumba, en passant par Thomas Sankara, ainsi de suite. Si vous prenez les Kwame Nkrumah, si vous prenez l'histoire de Sékou Touré, c'est des exemples qui doivent nous éclairer et qui doivent nous permettre de ne pas forcément répéter à la lettre tout ce qui a été fait. Ils ont une vision claire de la chose, mais comment on implémente ça au mieux? Si vous prenez les pays du BRICS, là, c'est pas des pays qui ont clamé, et puis ça s'arrête à des mots. Je pense il y a de l'action. Voilà. Donc, je pense qu'actuellement, là, nous tous, tout le monde sait comment l'Afrique doit procéder pour se développer. Et pourquoi elle ne procède pas de cette façon-là? Mais parce qu'on parle plus qu'on agit. Voilà. Et puis, moi, je suis réaliste. Je pense que quand tu veux mener un combat, il faut examiner ses forces, voir ses faiblesses, voir contre qui. Voilà, on ne mène pas des combats à l'aveugle. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, à toute la planète, on va travailler comme ça pour nous en sortir. Non, il suffit juste qu'en interne, on soit cohérent entre nous, on soit unis autour de ces idéaux-là et qu'on mette la machine interne en marche pour pouvoir parvenir à ça. Sinon, ça sera juste du déjà vécu. Alors, vous avez, pendant ce temps-là, décidé d'assainir l'environnement économique et politique sur place, avant d'aller aux élections. Ça a tiraillé sur la durée de la transition. Pourquoi on a le sentiment que lorsque les militaires font un putsch, ils ont envie de s'éterniser aux affaires? Qu'est-ce qui rendait si difficile le fait que vous puissiez décider d'un délai de transition court? Pourquoi il y avait ce débat si dur, si difficile sur la durée de la transition? Moi, je pense que ça s'explique aussi du découragement. C'était pas une volonté, c'était pas notre volonté de nous éterniser. Et je pense qu'on est parti sur une estimation. Qui était de? Non, nous sommes partis sur une estimation du temps qu'il nous faudrait pour stabiliser le pays. C'est ce temps-là. Mais ceux qui sont proches de moi savaient que nous nous étions donné un temps. Qui était de? Qui était d'1 an. 12 mois. 12 mois. Pour que nous puissions avoir des choses visibles en termes de sécurité, en termes de stabilité pour le pays. Donc, je pense que c'est ça qui a fait. Sinon, c'est pas parce qu'on est avide du pouvoir ou bien parce qu'on voulait s'éterniser au pouvoir. Mais on voulait un peu de flexibilité aussi
pour pouvoir mettre en marche toute cette... toutes nos Quelle a été activités. votre plus grosse difficulté? C'était les autres, c'était les institutions internationales qui ne comprenaient pas? Parce que vous n'avez pas dit 12 mois, hein? C'est-à-dire même si vous pensiez 12 mois, vous en demandiez davantage. Quelle a été votre plus grosse difficulté? Non, je pense que nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés pour le délai. Voilà, je pense que nous avons eu des assises qui avaient statué pour 30 mois. Avec la CEDEAO, on est revenu sur 24 mois et moi je pense que c'était tenable. Nous n'avons pas eu des difficultés avec la communauté internationale. C'est vrai qu'au début, il a fallu convaincre, démontrer la bonne foi et les inviter à nous accompagner. Ça, c'était, je pense que le facilitateur aussi a pesé de son poids il a été compréhensif, il nous a donné les conseils. Qui était l'ancien président Mamadou Issoufou du Niger. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous arrivez aux affaires dans une situation où il y a d'autres putschs qui se sont réalisés chez vos voisins maliens, en Guinée d'Alpha Condé. Quelles étaient vos relations avec les autorités maliennes? On a eu le sentiment que vous étiez considéré comme l'homme des Français et que vous n'aviez pas une relation propre, saine, proche avec les autres militaires. Et on craignait d'ailleurs cette contamination de la part des autorités occidentales. Quelles étaient vos relations? Est-ce que vous vous entendiez ou est-ce que vous étiez un peu en marge de ceux-là qui avaient fait le putsch? Non, moi j'ai fait ma première sortie officielle au Mali. Donc j'ai bien échangé avec le président de la transition malienne. Je pense qu'en matière de choix ou en matière d'options, les pays sont souverains. Nous n'avons pas choisi d'être avec la France. Nous sommes venus trouver des Français là-bas. C'était voir d'abord quel partenariat opérationnel pouvait être maintenu, amélioré avec eux. Mais nous avons toujours prôné la diversification des partenaires. Et nous avons fait les recherches partout pour voir où tisser et quel partenariat opérationnel pour renforcer, pour aider à la stabilisation du pays. Je n'avais pas particulièrement de mauvaises relations avec Assimi Goïta. Ils ont promis de nous accompagner. Mais vous n'aviez pas la même option? Non, parce qu'il ne faut pas que nos pays dans la sous-région retombent dans les années 1884 avec la conférence de Berlin. Il ne faut plus qu'on repartage nos pays entre zones d'influence. Mais c'est ce qui est en train de se passer, Monsieur le Président. Oui, mais c'est ce qu'il faut éviter. Mais je pense c'est pour ça que je pose la question de savoir quels étaient les rapports avec le président Assimi Goïta et avec le président Mamadi Doumbouya. Non, avec le président Assimi, on avait de très bons rapports. On avait décidé d'engager au niveau de la frontière Mali-Burkina de faire des opérations militaires conjointes, mais en excluant les partenaires. Ça veut dire que c'est un problème commun entre le Burkina et le Mali. Si lui, il va faire intervenir d'autres forces chez nous, ça va être... Wagner. Voilà, donc on avait dit, pour la question frontalière, ça sera entre nos unités. On peut le faire. On peut le faire et je pense que ce n'était pas une mauvaise option. C'était pas une mauvaise option. Voilà. Pour le président Doumbouya, on avait des relations fraternelles. Voilà. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux affaires, vous avez amené avec vous un certain nombre de personnes avec qui vous avez fait ce putsch pour faire partir le président Kaboré. Et puis un jour, patatras, on apprend que l'armée se rebelle, qu'il y a des tensions, et ces tensions vont se terminer par votre départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, moi je pense que ce n'est pas une question qui doit m'être adressée. Je pense que c'est plutôt parce que, pour dire la vérité, comme je disais au début, nous avons associé beaucoup, notamment des officiers, de beaucoup d'entités différentes de nos forces armées. Et quand c'est trop large, il y a forcément de petites incompréhensions. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça parce que je ne voyais pas le problème majeur. Mais pourtant, celui qui va être à la tête de l'opération, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien, non? Qui faisait partie de vos équipes, non? Oui, bien entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait qui puisse faire que, d'un coup, il y ait des unités qui se liguent contre vous et vous fassent partir? Non, moi je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que, véritablement, s'il y avait
un problème majeur. S'il y avait un problème majeur, j'aurais... Bon, voilà, il devrait... Mais avec le recul, vous savez quand même ce qui s'est passé. Non, avec le recul, moi je peux dire que, en toute vérité et en toute... voilà, de bonne foi que je le dis, je pense que nous avons simplement été incompris. Notre transition, je ne parle pas de ma personne, la transition que je conduisais jusqu'en septembre, nous avions été incompris. Par qui? Par la population? Pas par la population seulement. Parce que je pense que nous sommes allés un peu trop vite dans certaines décisions. Parce que, par exemple, la venue du président Compaoré, voilà. Mais c'est pas, moi je n'ai aucun regret pour ça. Pour vous, vous payez les frais d'avoir voulu faire une réconciliation en faisant venir le président Compaoré et tous les autres chefs d'État? Non, pas ça. Je vais d'abord terminer sur ce que je pense de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a de l'incompréhension, peut-être côté de la population qui s'attendait à une rapidité dans les mesures pour stabiliser le pays. Ils pensaient, on est impatient de nature, le Burkinabé est impatient, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu cette impatience-là aussi qui s'est exprimée. Et il y a eu surtout de la manipulation. De la manipulation parce que un pouvoir qui vient issu d'un coup d'État, je pense que le régime qui est tombé... C'est les politiques qui vous ont fait tomber finalement? Ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Je pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre contribué. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise aussi au sein de l'armée? Puisque c'est l'armée qui vous a renversé, même si par après, le même peuple qui vous avait soutenu auparavant, lorsque vous arriviez, a soutenu ceux qui sont arrivés. Est-ce qu'il n'y avait pas un vrai malaise dans l'armée? Et ça venait de quoi? Pourquoi un capitaine Traoré se lèverait un matin et ferait partir le président Damiba? Non, moi, je pense que c'est à lui véritablement que la question pourrait lui être adressée. Moi, j'ai toujours eu de bons rapports avec lui, jusqu'à la date du 29-30 là, où j'ai pas compris, et voilà, parce que c'était des unités qui étaient destinées, que nous avions... Voilà, moi, je m'attendais pas à cette action-là, à ce moment de la transition. Voilà, c'est sûr que quand un pouvoir issu d'un coup d'État arrive, bon, il y a toujours ces rumeurs de mécontentement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait un mécontentement dans l'armée? Non, il y avait plutôt des montages. Vous savez, ils ont fait des montages que le président Damiba a attribué des parcelles à certaines parties des unités. Le président Damiba a attribué des logements. Il a donné de l'argent à... Non. Et pourtant... C'était pas vrai? Non, tout est faux. Nous avons procédé à ce qu'on appelle une régularisation administrative des forces spéciales qui ont été créées depuis les années 2018 ou 2019 et qui ne bénéficiaient d'aucune prime alors que leurs papiers leur octroyaient des primes. Donc ça a été, j'ai demandé au ministère de régulariser leur situation. Et je pense que pour les logements aussi, bon, moi je ne sais pas depuis quand, c'était avant nous qu'ils ont eu des logements. Et apparemment, il y a un promoteur immobilier qui leur a accordé des logements. Malheureusement, ils ont fait le tirage au sort et l'affectation de ces bâtiments-là. Et voilà, pendant nous. Sinon, nous, on n'a pas... C'est pas vous qui étiez à la manœuvre. Voilà, on était à la manœuvre. Donc, je pense qu'il y a eu ça du côté de l'armée. Mais je pense que, véritablement, pour terminer sur le putsch là, je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Tout. Mais voilà. Comment on fait pour que la population, d'un coup, soit contente, finalement, comme on a vu dans les rues? Est-ce que c'était parce que vous n'étiez plus populaire ou est-ce que ça vient de cette déception dont vous parlez, de cette impatience à voir des résultats? Non, mais vous savez que moi, depuis janvier, à l'avènement, c'est vrai que l'avènement du MPSR, ça a été accueilli de manière pacifique au niveau de nos populations. Mais nous, on n'était pas dans des dynamiques de faire sortir des groupes de personnes pour nous acclamer. Moi, je n'étais pas ça. Moi, je ne suis pas dans les acclamations. Moi, je veux travailler, montrer mes preuves, et après, si on me félicite, on me félicite. Si on ne me félicite pas, on ne me félicite pas. Alors, vous êtes renversé. Est-ce que vous avez pris langue avec le pouvoir actuel? Bon, depuis mon départ, je n'ai pas eu de contact avec le pouvoir actuel. Bon, quand ils auront besoin, j'ai préféré ce recul-là pour leur laisser la possibilité aussi d'orienter les choses, espérant
Mais on a dit que vous êtes parti avec un certain nombre d'officiers supérieurs parce que vous vous prépariez à revenir, parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir-là par les armes. Ah bon? Ça c'est nouveau. Ah bon? Vous Oui, n'étiez pas au courant? j'entends certaines choses, mais je ne savais pas que c'était arrivé là-bas. Non, quand je quittais Ouagadougou, il y avait 3 membres de l'équipage de l'hélico. Voilà, tous, ils sont tous capitaines. Ceux qui vous ont déposé dans le nord du Togo avant que vous ne soyez acheminé ici. Voilà, exactement. Il y avait trois membres d'équipage, 3 capitaines, et puis un élément de ma sécurité, un capitaine, voilà, qui était là. Donc, ils étaient 4 capitaines. Et je pense qu'ils sont rentrés à la demande des autorités actuelles. Donc, je profite en tout cas faire insister pour qu'ils puissent permettre à ces officiers-là de reprendre leur service ou bien, voilà. Ils sont où actuellement? Bon, j'ai appris en tout cas de certaines sources que certains seraient en résidence surveillée. Donc, je profite en tout cas pour que les autorités se penchent sur leur situation parce que je ne vois pas ce qu'ils ont. Il y a un élément de sécurité, un capitaine qui est venu avec moi, plus 3 membres d'équipage. Voilà. Donc, tous les 4 sont retournés au Burkina Faso? Tous les 4 sont retournés au Burkina. Mais ils sont en résidence surveillée. Bon, je pense qu'il doit y avoir une personne qui a rejoint sa famille, mais il doit y avoir 3 ou 2 qui sont actuellement en résidence surveillée. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'être partis avec vous? Bon, je ne sais pas. Sinon... C'est quoi l'avenir immédiat pour le président Damiba aujourd'hui? Vous comptez repartir à la conquête? Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités-là pour travailler? Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du Burkina Faso, tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable, de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui tient debout. Avec les autorités actuelles, c'est possible? Est-ce qu'il y a des démarches entreprises par d'autres pour vous rapprocher? Je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets et je pense qu'ils savent ce que je tiens, ce que j'ai comme valeur intrinsèque et puis l'image que je vais toujours refléter, celui d'un homme qui est utile à la société, qui est utile à son pays, c'est tout. Peut-être créer de nouvelles dynamiques qui peuvent peut-être aider à relancer le pays. Et c'est ce qui compte, ce n'est pas nos personnes. Mais vous n'êtes pas en opposition, vous n'êtes pas en train de dire il faut que je revienne parce qu'ils ne réussiront pas. Est-ce que vous pensez qu'ils puissent réussir? Non, pour le moment, moi j'observe. Pour le moment, j'observe les dynamiques qui sont en train d'enclencher. Vous êtes plutôt optimiste? Et je voudrais simplement demander à ce qu'ils puissent véritablement, comme dans le message que j'ai dit avant de renoncer à ma fonction, j'ai demandé à ce qu'ils puissent insister sur la réconciliation. Sur la réconciliation. Ça, c'était votre credo. Voilà, ça. parce que quand on parle de réconciliation, la réconciliation dont on parlait, c'est pas une réconciliation politique. C'est pas prendre les têtes politiques là et puis venir dire non. Il faut d'abord une réconciliation communautaire et sociale. Parce qu'entre nos communautés, c'est fragilisé. Entre les groupes sociaux, c'est fragilisé. Donc, il faut cette réconciliation-là. Et enfin, maintenant, la réconciliation politique entre les acteurs politiques qui ont géré et dirigé le pays depuis plusieurs décennies. Donc, je pense que la réconciliation, c'est essentiel. C'est le préalable. Voilà. Ce que vous n'avez pas réussi à faire finalement, puisque vous avez fait venir toutes ces personnes et on s'est rendu compte que ça s'est terminé un peu en eau de boudin. Le fait d'avoir suscité cette réunion-là, cette réunion avec les anciens chefs d'État, mais c'était pas pour faire une réconciliation. Non, c'est dans la dynamique de créer ce que dans l'intitulé de la correspondance là, c'était pour œuvrer pour la cohésion sociale. Moi, c'est mon désir. À cette réunion qui, malheureusement, la moitié n'est pas venue, il y a 3 qui étaient là. Voilà. Il y a 3 autres. Zida, lui, je pense qu'il avait des questions administratives qui ne lui permettaient pas, même si à la dernière minute, il n'a pas jugé que c'était une rencontre opportune.
Voilà, et donc le président Kaboré m'avait donné les garanties qu'il allait venir. Et le président Kafando, lui, il avait, je pense que quelques problèmes du côté de la santé. Voilà, mais c'était pour m'asseoir avec les devanciers et puis leur demander, maintenant là, aidez-nous. Parce que moi, je n'ai... Voilà, ça ne sert pas que je sois là, je dis que je peux, alors que chacun peut contribuer. Donc, l'initiative de cette réunion-là, au fond, c'était ça. C'était pour susciter que ces devanciers-là puissent accompagner, puissent nous aider, puissent contribuer, parce que ce n'est plus une question, la situation actuelle du Burkina, là, ce n'est pas une situation d'un clan ou bien de telle personne, ou bien, non. Je pense que toute dynamique qui ne va pas aller dans le sens de réunir les fils autour de l'objectif qui est de préserver le pays là, c'est contre-productif. Alors, il s'est passé quelques mois, et on va terminer cette première partie de notre entretien par ça. Il s'est passé quelques mois. Quel est le regard que vous jetez sur ce qui s'y passe aujourd'hui, sur la démarche des jeunes qui sont aux affaires, sur leur volonté, par exemple, de prendre langue avec la Russie? Comment vous regardez leur travail aujourd'hui? Vous êtes inquiet? Vous êtes content? Quand je regarde les petits éléments, je disais tantôt que je suis dans un processus d'observation. Ce que j'observe ne me permet pas de juger pour le moment. Mais est-ce que vous êtes optimiste, compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays? Je voudrais qu'il renforce davantage cet optimisme-là en moi. Voilà, surtout la cohérence des forces de défense et de sécurité. Voilà, la cohérence, c'est primordial. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas très cohérent? J'ai l'impression, parce que, quoi qu'on dise, moi j'étais lieutenant-colonel. Je sais un peu les conflits qui peuvent naître de l'appartenance à tel grade ou bien à telle génération. Donc c'est très sensible, surtout quand c'est de l'armée. Et je voudrais en tout cas, voilà, demander à ce qu'il soit très regardant sur l'aspect cohésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà. On va terminer cette première partie par ça. Et puis, on reviendra sur d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire votre stratégie à vous. Merci. Merci bien. Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet entretien avec le président Paul-Henri Damiba. Nous sommes toujours à Lomé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Alors, dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué pas mal d'aspects, mais je voudrais qu'on revienne sur quelques-uns que nous n'avons pas mis en exergue. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe dans votre pays, qu'avez-vous envie de dire? On demande le départ de Sabre, on demande le départ des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes à l'extérieur maintenant? Je ne voudrais pas trop commenter certaines décisions des autorités politiques actuelles, mais je regarde, je suis en tout cas certains événements qui se passent dans mon pays, mais je pense qu'il y a de la prudence quand même il faudrait observer en tant que décideur politique, en tant que responsable d'un pays, parce que nous savons tous que dans la première partie de notre entretien, j'avais notamment souligné les difficultés qui peuvent exister souvent entre les responsables de nos pays et puis les différents partenaires aussi qui sont là à nos côtés. Et le piège, en tout cas, qu'il faudrait tout faire pour éviter, c'est qu'on n'aille pas vers une nouvelle partition encore de l'Afrique. Mais on se retrouve dans une situation, si vous permettez, Monsieur le Président, où il y a une armée qui estime que les résultats ne sont pas là et qui estime que la présence de l'armée française n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez ce choix-là? Vous qui avez travaillé sur le terrain, qui avez été avec eux, vous comprenez le fait qu'ils disent aujourd'hui l'opération Sabre n'est plus nécessaire sur le territoire? Non, l'opération Sabre à son départ ne conduisait pas des activités à l'intérieur du Burkina Faso. C'est avec l'avancée du phénomène terrorisme
que Sabre a appuyé de temps en temps. En tout cas, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons connu certains moments difficiles en termes de coordination de nos activités. Sabre vous a aidé dans la coordination de vos activités Non, militaires? nous avions eu des problèmes de coordination au départ. Mais tout ça, je pense qu'on doit pouvoir discuter. On doit pouvoir discuter. Mais lorsqu'on dit ça fait 10 ans qu'on est là, 10 ans qu'on est dans cette situation et où ça ne fait qu'empirer, on continue de discuter jusqu'à quand et de quoi? Non, mais si vous ne discutez pas, vous ne pouvez pas aboutir à un résultat. Pour la simple raison que ceux qui viennent, les partenaires là, ne sont pas des nationaux. C'est des étrangers qui viennent pour nous accompagner dans notre dynamique. Donc, il faut que votre dynamique soit connue. Il faut que vous puissiez dégager ensemble les méthodes et comment est-ce que vous pouvez coopérer efficacement ensemble. C'est en cela que je parle de coordination. Vous avez été aux affaires. Est-ce que vous avez trouvé cette méthode de coordination dont vous parlez? Au début, ce n'était pas aisé, mais à la fin... À la fin, vous vous entendiez? À la fin, on arrivait à avoir, en tout cas, une coopération avec les forces dans le cadre des opérations militaires. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président, le rejet qu'il peut y avoir des forces françaises sur le terrain, par exemple au Burkina Faso? Vous comprenez ça? Et ces drapeaux russes qui fleurissent. J'ai bien compris ça, mais pour ma part, le problème que nous connaissons au Burkina Faso, à savoir l'insécurité, est d'abord une problématique, une question interne. C'est une question interne. Si nous prenions aujourd'hui d'autres partenaires qui viennent, qui ne connaissent pas nos réalités, qui ne connaissent pas nos populations, qui ne connaissent pas nos habitudes, qui ne connaissent pas le mode d'action ou le mode d'évolution des bandes ou des groupes armés. Et comment ces partenaires-là peuvent être efficaces? Pour vous, les groupes russes ou les mercenaires dont vous avez parlé dans la première partie de cet entretien ne sont pas à envisager? Non, pour moi, c'est une histoire d'orientation politique. Mais ce qui est bien avant toute décision, c'est l'analyse objective. Parce qu'il y a des décisions qui peuvent se prendre sans trop d'analyse. Il y a des décisions qui peuvent se prendre dans la ferveur populaire. Il y a des décisions qui peuvent se prendre après avoir bien étudié les contours du problème. Vous avez le sentiment que les autorités actuelles prennent des décisions dans la ferveur populaire, sous la pression de la rue? Je ne dirais pas cela comme ça. Je pense qu'il pose un minimum d'analyse. Mais ce que j'ai dit dans la première partie, pour nous, de manière schématisée, pour revenir à la politique du singe, on dit que le singe, il ne lâche pas la branche sur laquelle il s'appuie avant de chercher à attraper. Donc, il faut être sûr qu'on a déjà, parce que on chasse les Français aujourd'hui, par exemple, ce qui est une décision, si c'est une décision politique, mais quel mécanisme on trouve pour combler pour vous, pour chasser, comme vous dites, voilà, pour vous, pour chasser les Français, comme vous dites, c'est le terme que vous avez utilisé, il faut d'abord avoir quelqu'un d'autre. On a le sentiment qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. Est-ce que nos pays, les pays africains ne peuvent pas se démerder par eux-mêmes et multiplier les partenaires, tout simplement, sans que ce soit les Russes ou ce que l'on veut, tout ce que l'on cite en ce moment? Non, absolument. Moi, pour notre dynamique, par exemple, nous étions persuadés, et nous sommes encore convaincus aujourd'hui, que l'immixtion des tiers dans un problème interne, ça va créer davantage de problèmes. À partir du moment où nous avons des leaders sociaux, nous avons des leaders communautaires qui sont respectés et qui peuvent parler aux uns et aux autres
C'est ce qui nous manque profondément au Burkina Faso. On aime tellement être bien pour soi seul que bien pour l'ensemble. Et c'est ces divisions qui nous créent des problèmes. Il n'y a pas de dialogue entre les différentes communautés, c'est ça? Il y a des dialogues, mais il y a le problème. Il y a le problème de l'insécurité. Ça veut dire, pour nous, il faut impérativement qu'on on laisse de côté nos petits conflits partisans ou bien nos petits conflits communautaires pour faire face à l'insécurité. Parce qu'il y a un pays qui est une vraie union sacrée contre l'insécurité. Alors certains ont dit que sur le terrain, personne d'autre ne pouvait combattre autant que les Burkinabés et que les Français n'étaient pas à l'écoute. Que ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas être à l'écoute parce qu'ils ne peuvent pas mener cette guerre sans vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute? Est-ce qu'ils vous ont écouté dans votre stratégie à vous, qui consistait à se battre à vos côtés et à aller voir les communautés par vous-même? Pourquoi il y a un partenariat? Parce qu'il y a un dialogue entre un pays X mais là, aujourd'hui, on parle un partenaire. On parle d'écoute. Est-ce qu'ils écoutaient? Parce qu'on a eu le sentiment qu'ils imposaient un point de vue, une stratégie. Vous ont-ils imposé une stratégie? Est-ce qu'ils étaient à l'écoute de votre stratégie à vous? Non, au premier moment, ils ne peuvent pas être à l'écoute parce qu'ils vont chercher à comprendre où est-ce que vous partez, dans quel sens, voilà. Mais je pense qu'il faut briser, nous avons pu briser ce mur de verre là pour se parler clairement et puis, quoi qu'on dise, vers la fin, on a eu beaucoup de choses avec eux. Nous avons eu des renseignements qui nous ont permis de faire certaines actions bien ciblées. Nous avions eu aussi des appuis en termes d'évacuation de nos personnels blessés, en termes d'appui-feu. On améliorait plus ou moins la coordination entre nos forces et puis ces forces étrangères qui stationnaient au Burkina Faso. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on a envie de dire, vous avez passé combien de mois aux affaires? Vous êtes resté à peu près 9 mois, c'est ça? Bon, c'est les deux que j'ai renoncé à ma fonction, le 2 octobre. 2 octobre, donc à peu près 7 mois. Bon, 8 mois. 8 mois, 8 mois à peu près. Si vous deviez dresser votre bilan aujourd'hui, concrètement, de ces 8 mois-là, vous diriez quoi? Qu'est-ce que gardera l'histoire de ce passage? Que gardera-t-on d'Amiba qui est passé aux affaires pendant 8 mois? Je vais m'appuyer beaucoup pour évoquer ce que nous avons pu accomplir pour notre pays. C'est d'abord les objectifs que nous avons définis. Nous avons défini 4 principaux objectifs, à savoir la lutte contre l'insécurité. Nous avions aussi envisagé le soutien humanitaire aux personnes déplacées. Nous avions aussi comme objectif, 3e objectif, l'amélioration de la gouvernance et enfin la question de la réconciliation. Sur ces 4 domaines, je pense que en termes de stabilisation, certaines portions de notre pays qui étaient touchées par l'insécurité, si vous prenez le tableau de l'insécurité dans notre pays, au moment où nous venions en janvier et au moment où on le laissait, et vous allez remarquer que certaines poches, certaines zones ont connu un calme. On trouve que l'insécurité a grandi dans le pays, qu'il a gagné d'autres régions. Non, Elle a gagné d'autres régions, l'insécurité. Non, je ne parle pas, je parle de 2 tableaux. Le tableau qui existait au plan sécuritaire jusqu'en janvier 2022 et le tableau sécuritaire qui existait entre janvier et puis fin septembre 2022. Si vous prenez ces 2 tableaux, vous allez constater aisément qu'en termes de stabilisation des zones, certaines régions de l'Est ont connu une accalmie. Je ne dis pas que nous avons supprimé toutes les attaques.
Mais il y a eu des accalmies dans certaines zones dans la région de l'Est, dans la région du Nord et dans la région de l'Ouest et dans la région du Sud-Ouest. Il y a des zones qu'on avait pu, par certaines opérations de ciblage, là, et on avait pu apaiser. Le deuxième volet, c'est par rapport aux personnes déplacées. Nous, quand on venait, le nombre des populations déplacées était autour de 3 millions. 3 millions. Autour de 3 millions de personnes déplacées. Et notre travail a permis de réduire le nombre de personnes. On était même descendu en bas de 2 millions, autour de 2 millions 400. C'est des tableaux qui existent. Ça veut dire que les populations même repartaient. Il y a des régions où les populations repartaient. Et si on prend le troisième volet en termes de gouvernance, je peux dire sans essayer de nous vanter qu'il y aura des systèmes politiques qui ont été aussi transparents dans la gestion que les systèmes que nous avons conduits. Justement, vous avez le reproche que vous font un certain nombre de personnes à Ouagadougou, c'est que pendant votre période, il y a eu des affaires, il y a eu des malversations, que vous vous seriez enrichi pendant cette période-là. Que répondez-vous à ça? Quand vous parlez de gouvernance, on a envie de comprendre. Je ne réponds pas aux personnes qui veulent juste discréditer ou salir. Je ne réponds pas à ces personnes-là. Si j'ai pris un franc de l'État pour m'enrichir personnellement, je suis prêt à répondre devant les juridictions. Vous n'avez rien pris, vous n'avez rien emporté avec vous. Mais vous me voyez là, est-ce que je ressemble? Bon, les camarades se moquaient de moi qu'ils n'ont jamais vu un président aussi pauvre que moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par les réseaux, mais c'est vraiment du fake. C'est des trucs montés juste pour discréditer ou pour salir. En tout cas, moi, je suis en paix avec ma conscience. Et puis, l'avenir nous dira qui a raison ou qui n'a pas raison. Non, mais je voudrais ajouter sur un volet par rapport aux résultats, là. C'est sur le 4e point. Le 4e point portait sur la réconciliation. Nous n'avons pas d'issue à cette crise-là sans la réconciliation. Et j'insiste encore là-dessus que il n'est pas question de réconcilier des individus. Il ne s'agit pas de réconcilier des individus. Il s'agit de réconcilier des communautés. Il s'agit de réconcilier des groupes sociaux. Vous l'avez fait? Oui, nous avions fait parce que nous avions entamé ce qu'on appelle le dialogue. Mais ce dialogue a vite tourné court, puisque vous avez fait revenir l'ancien président Blaise Compaoré. On a vu que le climat n'était pas des meilleurs, et vous y avez renoncé. Non, il ne faut pas confondre la venue du président Compaoré avec la dynamique de dialogue, puisque cette dynamique, la dynamique de dialogue dont je parle, c'est un dialogue entre nos communautés et aussi un dialogue avec les groupes armés qui font de l'extrémisme violent et leur mode d'expression. Donc c'est de ce dialogue-là que je parle. Parce que c'est comme si une partie de nos populations en veut à l'État et est obligée de régler, de trouver la solution par l'expression de leurs armes. Donc, mais il y a des raisons d'en vouloir par moment à l'État. Quand on regarde les régions touchées, on se dit l'État n'a pas été présent. Donc, il y a des raisons d'en vouloir à l'État et de chercher d'autres solutions. Non, il faut pas seulement penser que c'est lié à ça. Actuellement, pratiquement, je pense qu'il y a très très peu de régions qui ne sont pas touchées. Je pense qu'il y a très très peu de régions qui ne sont pas touchées. Donc, c'est pas seulement parce que l'État n'est pas présent. Parce que la crise a pris une telle proportion maintenant que ça a gangréné un peu partout. Voilà, même à côté du centre,
il y a des régions touchées. Voilà. C'est instable. Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous aviez un mot pour les autorités aux affaires aujourd'hui, ceux qui vous ont succédé, quel serait-il? Que leur conseilleriez-vous aujourd'hui? Ce que moi je pourrais leur dire véritablement, c'est d'aller vers la paix. D'aller vers la paix. Parce que ils savent que notre pays a beaucoup souffert. Il y a trop de populations qui ont perdu la vie. Il y a également il y a de la misère qui s'installe. Il faut faire l'effort d'aller vers la paix. Aller vers la paix, pour moi, ça veut dire éviter au maximum tout ce qui peut renforcer la guerre. Mais quand vous dites ça, avez-vous le sentiment qu'ils ne vont pas vers la paix? On a le sentiment que tout le monde veut aller vers la paix. Mais est-ce qu'ils ne vont pas à la conquête de la paix aujourd'hui? Non, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans des divisions. On entretient certaines divisions. Et ça, on ne peut pas gagner une paix à travers en divisant. Expliquez un peu, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est quelle division? La division, quand vous parlez de division interne ou division avec les partenaires? Bon, pour moi, la division, elle est d'abord interne. Elle est d'abord interne. Il faut tout faire pour unir nos communautés entre elles. Il faut tout faire pour unir nos forces entre elles. Il faut oser dialoguer avec les groupes armés. Il faut oser dialoguer parce que il ne faut pas qu'on les regarde comme des gens d'une autre race ou bien d'un autre pays. Voilà. Et pour moi, le pays a tellement souffert depuis 7 à 8 ans du terrorisme. Les infrastructures sont détruites. Les vies humaines sont perdues. Les militaires sont épuisés. Il y a trop de problèmes. L'économie est en berne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut entretenir, voilà, on veut en finir, on veut combattre, on veut... Oui. Vous avez le sentiment qu'on ne peut pas vaincre ces terroristes-là par la force, c'est ça? Non, moi je suis... Mon parcours militaire m'a montré effectivement que le meilleur stratège, en tout cas, c'est celui où cette personne qui arrive à plier l'ennemi sans avoir à tirer ou à le combattre. Mais si l'ennemi c'est un barbare qui tire en permanence? Non, mais tant qu'il y a la possibilité. Nous, on ne disait pas que nous n'allons pas combattre. On faisait des opérations calibrées, précises, qui ne causaient pas beaucoup de dommages collatéraux. Et parallèlement, nous entretenions ce qu'on appelle des échanges pour savoir, et on avait pu démobiliser. Et je pense que la démobilisation doit être prônée. En plus de certaines actions coercitives, limitées et encadrées, la démobilisation là est un facteur important. Mais combien vous en avez démobilisé? Combien vous en avez démobilisé, Monsieur le Président? Bon, nous, on était autour d'une centaine de personnes, mais on avait beaucoup de promesses. Certaines personnes démobilisées sont reparties pour ramener d'autres. Malheureusement, je pense que toutes ces démarches-là sont plus ou moins à l'eau. C'est-à-dire votre successeur n'a pas suivi cette politique qui était initiée par vous au départ? Non, je ne pense pas qu'il a suivi. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas que ça continue. Alors, Monsieur le Président, vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps-ci. On se dit pourquoi il sort aujourd'hui. Vous avez envie de repartir à la reconquête, à la conquête de ce pouvoir que vous avez perdu, ou bien qu'est-ce qui vous fait parler aujourd'hui? Je ne suis pas intéressé par un quelconque pouvoir politique. Le pouvoir politique corrompt l'homme. Voilà. Moi, j'ai ma personnalité et mes valeurs que je garde bien pour moi. Et je ne suis pas à la conquête. Je veux simplement
être utile pour les autres. Parce que c'est dans ça que nous avons grandi. C'est dans ça que voilà, c'est tant que la valeur d'un homme se mesure par son utilité pour sa société, voilà. Et c'est juste ça. Donc, les autorités ne doivent pas craindre que Paul-Henri et Damiba soient en train de se préparer à revenir et qu'ils soient en train de se dire « je vais reprendre mon fauteuil ». Non, ils n'ont pas... Moi, je ne vois pas une seule raison qu'ils nourrissent de telles idées. Et beaucoup, en tout cas, d'entre eux, ils me connaissent. On n'est pas avide. Moi, mais oui, moi, là, j'étais pas un président. Voilà, je me suis jamais comporté un seul jour comme quelqu'un qui s'attache à un fauteuil. Moi, je crois en la destinée de l'homme. Voilà, et je sais que... Et que peut-être vous allez bientôt rentrer au pays, alors. Il y a des négociations, il y a des pourparlers dans ce sens? Non. Parce qu'on sait que certains de vos partenaires ont été mis en résidence surveillée. Non, il n'y a pas une négociation particulière pour entrer. Je me dis que cette position de recul-là leur permet de mener comme ils le pensent. Et véritablement, je pense qu'ils doivent tout faire pour faire mieux. Ils doivent tout faire, se donner tous les moyens pour faire mieux. Mieux pour qui? Mieux pour le Burkina Faso. Parce que sinon, ça sera une action dont on aura honte de parler demain ou après-demain. Donc, moi, je les invite, en tout cas, à se donner au mieux qu'ils peuvent pour œuvrer, en tout cas, à ramener la paix. Voilà, parce que tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de développement. Voilà, il n'y a pas d'espoir de développement. Faut-il renouer langue avec les autorités françaises pour vous? Je ne pense pas que les relations sont coupées. Mais en disant à l'armée française de partir, pensez-vous qu'aujourd'hui il faille se retourner vers les Français et dire parlons? Ou faut-il passer à autre chose? Parce que là, ils ont envie de passer à autre chose. L'homme est un produit d'une société et chaque pays appartient voilà, au monde. Voilà, et il faut s'interdire de fragiliser, de créer des tensions avec les autres pays, soit qui nous entourent ou bien qui sont des pays partenaires. Et c'est important. Voilà, il faut s'interdire ça. Il n'y avait pas de raison pour vous de demander aux Français de partir, c'est ça? Non, bon, moi je ne sais pas, c'est pas moi qui ai demandé. Donc ils peuvent forcément qu'ils ont ce qui les a poussés à faire. Moi je ne suis pas dans leur secret, mais couper avec tel pays ou bien tel autre, bon, c'est pas forcément, voilà. En tout cas, on peut couper, mais éviter en tout cas d'être en bagarre. Voilà, de complexifier encore, ou bien de créer des tensions voilà, on a déjà suffisamment de tensions en interne. Et tout l'effort doit porter sur comment est-ce qu'on trouve des solutions pour stabiliser notre pays. Alors on va terminer dessus, parce qu'on parle beaucoup des Russes, de l'influence russe dans le pays, de la présence des drapeaux russes que l'on voit fleurir dans les manifestations. Vous avez été contacté par les Russes ou par Wagner, vous, pendant que vous étiez aux affaires? Non, nous, on entretenait une coopération. On a une coopération avec la Russie. Voilà, on avait cette coopération légale et régulière avec la Russie. Bon, il y a eu certaines sociétés qui ont fait des démarches, mais bon, comme ce que je disais au cours de l'entretien passé, c'était pas les options en tout cas que... Mais là, on a le chef de la diplomatie russe qui est sur place, Sergueï Lavrov, qui est venu au Burkina Faso. Est-ce une montée en puissance des Russes au Burkina Faso? Est-ce souhaitable ou pas pour vous? Je pense que c'est normal. C'est normal que les Russes puissent venir au Burkina Faso parce qu'il y a des relations de coopération. Donc, il faudrait pas que nous soyons
parce que on a une coopération avec la Russie, il faut fermer tel autre pays ou tel autre pays. Mais moi, je vais peut-être... C'est ce que les autres prônent. Hein. Quand la Russie arrive quelque part, on devient infréquentable. Non, parce que je pense que c'est ce qu'il faut éviter pour nos États. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que il ne faudrait pas que, à cause d'un choix partenarial, on se ferme d'autres portes, par exemple. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je pense que il faut qu'on puisse échanger avec tous les partenaires possibles. Mais les Russes aussi. Oh, absolument. Absolument. Vous aviez rencontré Wagner, vous, pendant que vous étiez aux Alpes? Non, je n'ai pas croisé Wagner. Mais vous avez rencontré des Russes? Oui, j'ai rencontré quelques Russes. Puisque même au Burkina, il y a des sociétés minières russes et on a dû intervenir en leur faveur. Voilà, c'est des sociétés... En raison des sanctions, ils ne pouvaient plus opérer, donc vous êtes intervenu en leur faveur. Voilà, absolument. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Cet entretien est à présent terminé. Restez à l'écoute de nos programmes.